puis, c'est Birmingham qui m'appelle. Et puis, des modifications, mais toujours quand même des choses qu'on retrouvait, comme l'activation du cortex singulaire antérieur. Notre cerveau ne se contente pas d'être simplement un récepteur des stimuli de notre environnement, en fait. Il est capable de réinterpréter les signaux qu'on reçoit et de les transformer. En 2000, Kozlov, ce n'est pas lui sur la photo, mais c'est son étude, Kozlov a fait une étude vraiment intéressante. Il va le prouver justement qu'on peut modifier ça en employant des lunettes de réalité virtuelle. Alors, à l'époque, les lunettes de réalité virtuelle elles sont assez simples et en fait, elles permettent de voir des panneaux, soit des panneaux de couleur grisée, en fait, soit les mêmes panneaux, mais avec une couleur très vive. Et grâce à un PET scanner, il observe l'activation de deux zones qui sont le cortex lingual et le cortex fusiforme, peu importe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces zones-là, elles sont très activées lorsqu'on voit des couleurs très vives et elles ne le sont presque pas lorsqu'on voit du gris. Et ce que fait Kozlov, c'est qu'il va hypnotiser les sujets et il va s'apercevoir que lorsqu'ils sont hypnotisés, leur cortex lingual et fusiforme s'active en fonction des suggestions qui leur sont faites et non plus en fonction de ce que les yeux voient. C'est-à-dire qu'ils voient du gris avec leurs yeux, mais on leur fait croire que c'est des couleurs et en fait, leur cortex lingual et fusiforme s'allume comme s'ils voyaient des couleurs. Donc, ça a vraiment été la première fois qu'on a montré quelque chose de cet ordre-là. Depuis, il y a eu d'autres études. Par exemple, il y a eu cette étude qui est assez amusante. C'est une étude où on fait croire à des musiciens que, alors que leur environnement est silencieux, on leur fait croire qu'il y a de la musique. Et à ce moment-là, ils l'entendent. C'est-à-dire que leur cerveau leur rend la musique. Ça, ce sont des études, mais tous les jours au bloc opératoire, avec mes collègues, quand on fait des hypnoses ou des choses un peu qui viennent de l'hypnose, eh bien, on s'aperçoit qu'on a des choses de cet ordre-là, des constatations du même ordre. Par exemple, ce patient qui va manger des haricots. Bien. Voilà, puis quand vous arrivez chez vous, peut-être vous en profitez pour vous faire une petite poêlée de haricots, avec un petit peu de beurre. Voilà, mettez dans la poêle. C'est bon. Vous sentez le bon goût du haricot là, dans la bouche. Avec un petit peu de beurre, le bon goût frais du haricot. C'est tellement bon. Ça, c'est des choses que les gens ressentent. On s'aperçoit aussi que quand ils vont faire du footing, par exemple, eh bien, leur cœur s'accélère, leur respiration s'accélère, comme s'ils couraient vraiment. On peut donc dire qu'il y a une réception d'informations, puis une réinterprétation et une transformation de ces informations. Grâce à de la nouvelle imagerie, notamment avec l'IRM de diffusion, cette IRM de diffusion, vous voyez, ça fait des belles images. En fait, on regarde comment l'eau diffuse à travers les neurones, en gros, hein, si j'ai à peu près compris. C'est la seule technique qui permet à l'heure actuelle d'observer la connectivité cérébrale, c'est-à-dire comment les neurones se connectent les uns avec les autres in vivo, et cela de manière non invasive, en fait. Et donc, ça a permis d'identifier des véritables matrices cérébrales des processus hypnotiques et d'observer donc des modifications de l'interconnectivité. On parle alors un peu comme si c'était des cartes électroniques du cerveau, vous voyez, qui vont avec des connexions un peu particulières. Et donc, il y en a, parmi ces cartes électroniques, il y en a qui correspondent au cerveau hypnotisé. On parle de connectomes cérébraux. Donc, ces véritables connectomes, c'est des zones qu'on croyait finalement soit très actives, soit inhibées. En fait, eh bien, maintenant, on pense plutôt que ce sont des zones qui sont plutôt sous-connectées ou surconnectées avec le reste du cerveau. Et cela de manière reproductible lorsque les gens sont hypnotisés. Donc, si on revient sur ces réseaux, eh bien, la chose principale que nous apprend ces IRM de diffusion par rapport au connectome, c'est qu'il y a une modulation réelle de la connectivité entre le réseau central exécutif et notamment le réseau de la science, mais aussi un peu le réseau mode par défaut. Ça veut dire que notre esprit, entre guillemets, supérieur, celui qui nous permet d'avoir une réflexion, un esprit critique, qui nous permet d'avoir du discernement, nous permet d'avoir des facultés de réflexion, de cognition, eh bien,
il est séparé du reste du cerveau, en gros. Et de fait, n'ayant plus de discernement, n'ayant plus d'esprit critique, eh bien, nous devenons hyper suggestibles. Et c'est vraiment là la chose la plus importante dans ce que va procurer l'hypnose, en analgésie notamment. Alors, on peut se demander, mais est-ce que tous les gens sont hypnotisables finalement? Est-ce que tous les patients sont hypnotisables? L'hypnotisabilité, c'est aussi compliqué à étudier qu'à prononcer. Voilà, il y a des études qui ont été faites, notamment des études qui ont été faites à Stanford, qui sont assez anciennes, hein, vous voyez, 1967, j'étais à peine né, avec une hypnotisabilité qui suit une courbe de Gauss à peu près, hein, faible pour environ 5% des gens, forte pour 5% des gens et moyenne pour le reste. Mais ça, c'est des études simplement. C'est des études à un moment donné avec des sujets qui venaient pour faire des études. Et donc, on peut vraiment regarder ça comme une étude, mais en ce qui me concerne, dans mon travail de tous les jours, eh ben, j'ai plutôt l'impression qu'avec des patients, le bleu devient orange, quoi. C'est-à-dire que les gens sont beaucoup plus hypnotisables quand ils sont motivés. Il y a vraiment une histoire de motivation. Ceci dit, il y a des gens qui sont vraiment très hypnotisables. Alors, je vais vous proposer de faire un petit exercice pour voir si vous êtes très, très hypnotisable, moyennement hypnotisable ou pas hypnotisable du tout. Pour ce petit exercice, je vais vous proposer, si vous êtes chez vous, de regarder un petit peu votre environnement autour de vous. Et ici, je vais vous proposer de regarder un peu l'environnement qui est ici. Vous laissez vos yeux se promener. Et puis, une fois que vous avez laissé vos yeux se promener, eh bien, vous laissez vos oreilles se promener aussi dans l'environnement qui est autour de vous. Écoutez les sons, il y a différentes sortes de sons. Il y a du silence derrière ces sons. Comme à chaque fois qu'il y a des sons, il y a toujours du silence. De même que derrière la lumière, il y a toujours des zones un peu moins claires. Alors que vous êtes assis, les pieds bien au sol, les jambes décroisées, je vais vous demander de vous mettre bien droit dans votre fauteuil. Je suis désolé pour la sieste postprandiale de Dr Viro. Et je vais vous proposer de mettre vos mains comme cela, à peu près à 25 cm l'une de l'autre. Et puis vous allez vous apercevoir, alors que vous fixez cet espace, que dans cet espace, il y a de l'air qui devient un peu chaud. Et que, de ce fait, les mains sont comme attirées l'une par l'autre, comme si elles étaient aimantées. Et petit à petit, les mains se rapprochent l'une de l'autre. Dès que le mouvement est initialisé, dès que le moment débute, les mains se rapprochent. Elles sont comme attirées l'une par l'autre, immanquablement attirées l'une par l'autre, comme deux aimants qui s'attireraient. Les mains sont de plus en plus proches, de plus en plus proches, et c'est de plus en plus facile de les laisser se rapprocher, de plus en plus proches, de plus en plus facile. Les mains se rapprochent, attirées l'une par l'autre, comme aimantées, aimantées, jusqu'à aller se toucher, jusqu'à aller se coller l'une à l'autre, complètement collées l'une à l'autre. Et les mains restent collées l'une à l'autre, jusqu'à ce que je fasse un petit claquement de mes mains. Et ce petit claquement va vous permettre de retrouver des sensations peut-être plus habituelles, des sensations. Et je vais vous proposer à ce moment-là de frotter vos mains l'une contre l'autre. Voilà. Je vais vous proposer de vous étirer, de retrouver les sons de la salle, de retrouver peut-être ce que vous aviez fixé autour de vous. Les mains qui se rapprochent, c'est des techniques d'hypnose de spectacle. Mais ce sont des techniques qui permettent justement aux hypnotiseurs de spectacle d'aller voir si les gens sont hypnotisables. Parce que le but d'une hypnose de spectacle, c'est de faire un spectacle. Sur 3000 personnes, Mesmer, il en prend 30. Ces 30 personnes, il leur fait faire des tests de cette façon-là. Donc ça fait 1%. Sur les 30, eh bien, il en jette 15.
il en met 15 sur la scène, on est à 0,5%. Sur les 15, il fait encore des choses pour voir si les gens sont vraiment, vraiment hypnotisables et il en rejette 7 ou 8, on est à 0,25%. Et sur le 0,25%, il y a au moins un acolyte de Mesmer qui est dans les gens qui restent sur scène. Mais il a donc gardé les gens qui sont extrêmement hypnotisables, extrêmement suggestibles, et donc il sait que ça va être facile avec ces gens-là. Évidemment, nous, on ne peut pas faire ça dans le soin parce que, eh bien, on ne va pas faire des choses comme ça pour voir si les gens sont suggestibles ou pas. Mais la chance qu'on a, c'est que les gens sont extrêmement motivés. C'est qu'en général, ils écoutent bien ce qu'on leur dit parce qu'ils viennent se faire soigner et qui donc, en plus de la motivation, eh bien, ils ont confiance en nous et que de ce fait, ils deviennent coopérants et que ça devient vraiment beaucoup plus facile que dans une hypnose de spectacle où les gens sont un peu là pour tester. Notre travail donc d'anesthésiste, hypnotiseur, notre travail d'hypnotiseur, globalement, je dirais, eh bien, il est double. C'est un double bus. Un double bus avec donc des techniques que nous allons employer qui vont créer de la conscience hypnotique chez les sujets. Et une fois que la conscience hypnotique sera là, une fois qu'il y aura des phénomènes hypnotiques qui apparaîtront, eh bien, à ce moment-là, on s'en servira pour donner au sujet des suggestions en fonction des objectifs que l'on s'est fixés, que ce soit des objectifs d'analgésie, des objectifs de réhabilitation, des objectifs de préparation à des choses. Enfin, il y a autant d'objectifs que de patients pratiquement. J'exagère un peu, mais disons qu'il faut bien penser que l'hypnose n'existe que pour pouvoir donner des suggestions de manière à ce que ces suggestions soient réalisées. Du moins en anesthésie, c'est ce qu'on fait. Alors, les suggestions, la puissance des suggestions, c'est très fort. Hein. Pour vous montrer un peu combien c'est fort, eh bien, on va faire une deuxième petite expérience, si vous le voulez bien. Alors, pour cela, tiens, vous êtes arrivé un petit peu plus tard, cher monsieur. Je vais vous demander de venir là. Voilà. Et vous qui rigolez, je vais vous demander de venir là aussi. J'en vois une autre aussi qui rigole. Voilà. Et puis, non, sans chaise. Voilà, ici. Et puis, tiens, voilà. Alors, je vais vous proposer de mettre vos doigts comme ça. Voilà. Non, là, rien à faire. C'est formidable, non hein? C'est génial. Vous allez mettre vos doigts comme ça et on va soulever ce monsieur. Allez, on essaye. On essaye de le soulever. Donc, ici. Là, vous laissez vos pieds comme ça. Voilà. Et on essaye de le soulever. On essaye de le soulever. Allez, on essaye. OK. Donc, maintenant, je vais demander un peu de calme dans la salle. La main droite sur ma main. Surtout sans toucher. La main droite sur ma main, la main droite sur ma main, main gauche, sans toucher surtout. Hein. C'est très important. C'est bon, on y va. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on a fait? Simplement, on a créé des conditions qui sont des conditions hypnotiques de manière à ce que les suggestions que je donne soient plus puissantes. Vous avez vu qu'on a fait de la focalisation, puisqu'on s'est tous focalisés. On a créé un petit peu de confusion, un petit peu de tension. Je vous ai dit que c'était des circonstances qui favorisaient l'hypnose. Donc, effectivement, là, on favorise l'hypnose. Et puis, j'ai employé dans mon langage, pour commencer, un mot qui est le mot « essayer ». J'ai dit « on va essayer » sans vraiment de force de persuasion de ma part, alors que dans la deuxième partie de l'expérience, j'ai dit « allez, on y va, 1, 2, 3 ». Ce qui donnait vraiment par ma façon de parler, par les mots que j'employais et par mon attitude, eh bien, je donnais l'impression qu'on allait vraiment bien arriver à soulever cette chaise, et ce monsieur, pardon, de la chaise, et voilà. Et lui-même a dû se sentir très léger. Oui, c'est incroyable, hein, comment on devient soi-même léger. Voilà, la deuxième fois, on est très léger. Donc, à Noël, avec tonton, vous pouvez essayer cette technique-là. Si vous êtes formé à l'hypnose, vous y arriverez facilement. Donc, voilà ce que c'est que l'hypnose. Donc, est-ce que c'est efficace sur la prise en charge de la douleur? Dans les années 2000, eh bien, cette étude montre qu'on a une efficacité de l'hypnose sur la douleur, mais pas pour l'enlever, pour la créer. Vous voyez, on fait une stimulation à des gens, on leur met une électrode dans la main pendant environ 30 secondes, et puis pendant environ, je ne sais plus combien de temps, mais toutes les 30 secondes, on crée un stimulus, c'est-à-dire on leur fait une petite électrification de la main,
soit on le crée vraiment, soit avec hypnose, on leur fait croire, on leur suggère qu'il y a une douleur qui arrive dans la main et on s'aperçoit alors que les gens eh bien, ressentent cette douleur. Vous voyez sur la diapositive, certes, elle paraît moins forte, mais elle existe quand même alors qu'il n'y a aucune stimulation. Et puis, si on regarde ce qui se passe au niveau de leur cerveau, eh bien, il y a une similitude entre la vraie stimulation et la stimulation suggérée, alors que quand les gens imaginaient simplement d'avoir quelque chose de douloureux dans la main, eh bien, le cerveau ne répondait pas de la même façon. On montre ainsi que, de la même façon que tout à l'heure, eh bien, on pouvait modifier les couleurs ou les sons qu'on percevait, eh bien, on peut modifier les sensations qui sont perçues. Ça veut dire que si on peut créer de la douleur, il y a de grandes chances pour qu'on puisse l'enlever, évidemment. En hypnose, il y a une technique qu'on utilise qui s'appelle la réification. La réification, c'est transformer quelque chose d'un peu abstrait, comme une douleur, comme une peur, comme une anxiété, en une chose qui est présente dans le corps, qui s'exprime dans le corps. Et on va transformer cette chose, qui peut être par exemple, le coup classique, c'est dans l'anxiété d'avoir une boule ici. Eh bien, cette boule qui est ici, on va la transformer. On peut transformer sa couleur, enfin plein de choses qu'on peut transformer, la façon dont elle est lourde ou légère, etc. Et eh bien, cette étude qui est assez récente, vous voyez, de 2013, il y en a une autre à peu près similaire en 2017, eh bien, elle montre la réalité de ce phénomène-là. C'est-à-dire, comment est-ce que on peut, rien qu'en modifiant des paramètres d'une sensation, eh bien, modifier la sensation. Là, on crée une douleur au niveau du poignet à la personne, mais on lui met des lunettes spéciales de manière à ce qu'elle ne voit pas l'électrode, mais qu'à la place de l'électrode, elle voit une couleur. Et elle cote sa douleur. Et quand elle voit son poignet en rouge, eh bien, la douleur est beaucoup plus importante. Disons, le seuil d'apparition de la douleur est plus précoce que quand le poignet est coloré en vert ou en bleu. Parce que le rouge, c'est le rouge de l'inflammation, c'est le rouge de la douleur. Et on s'aperçoit ainsi que, vous voyez, on va aller sur le schéma, on s'aperçoit ainsi que bien, on peut modifier donc, la sensation rien qu'en modifiant l'aspect, comment dirais-je, enfin, un aspect virtuel d'une partie du corps. Alors, ça nous montrait déjà que, eh bien, vraisemblablement, on va pouvoir agir sur la douleur. Et là, ça a été montré en 2009 par une équipe liégeoise. Donc, c'est un groupe de volontaires. On leur fait 2 sessions. Une session où on va leur demander de faire de l'imagerie mentale autobiographique, c'est-à-dire, je me souviens de mes vacances à, je ne sais pas où d'ailleurs, à Marienbad l'année dernière. Et puis, dans un deuxième temps, eh bien, quelqu'un me redonne ses vacances à Marienbad grâce à de l'hypnose. Et pour voir si c'est efficace sur la douleur, eh bien, on va engendrer une douleur grâce à des stimuli qui sont donnés par un laser infrarouge dont l'intensité est variable. C'est-à-dire qu'on peut faire simplement des sensations jusqu'à quelque chose de plus douloureux quand on passe au-dessus de, je crois, 450, 450 je ne sais plus quoi, mégajoules, j'imagine. Et on recueille à la fois les échelles numériques de la douleur, c'est-à-dire quelle est la sensation, est-ce que ça fait mal ce qu'on vous fait, et puis en même temps, on regarde ce qui se passe en IRM fonctionnel. On s'aperçoit que lorsque eh bien, la sensation n'est pas douloureuse, eh bien, les gens ressentent la même chose en fait. Ils disent, ben voilà, ils cotent la sensation, vous voyez, à 0,4 sur une échelle, je crois que c'était sur 4 l'échelle. Donc ils cotent à 0,4. Mais au fur et à mesure que eh bien, l'intensité du laser fait qu'il y a une sensation douloureuse qui apparaît, alors eh bien, il y a une différence entre le groupe témoin, quand il faisait juste la mémoration, et le groupe hypnose. Et l'hypnose est efficace. Et ceci, c'est assez étonnant parce que ça va un tout petit peu à l'encontre de ce que je vous disais tout à l'heure, où je vous disais, on fait de l'hypnose juste pour les suggestions. Or, dans cette étude, il n'y a pas de suggestion analgésiante. Il y a juste un accompagnement avec juste du confort qui est proposé, puisque les gens vont dans quelque chose qui est agréable, mais il n'y a pas vraiment de suggestion antalgique. Donc, vous voyez, peut-être que l'hypnose, en soi, est simplement suffisante pour déjà créer, amorcer quelque chose qui est de l'ordre du confort et qui va déjà enlever la douleur. Quand on regarde au niveau du cerveau, au niveau du cerveau, voilà ce qui se passe, c'est des images de soustraction en IRM fonctionnelle et on s'aperçoit que lorsqu'il y a l'hypnose, eh bien, il y a une activation du cortex singulaire antérieur, mais pas grand-chose d'autre, alors que, vous voyez, sans hypnose, il y a un véritable orage végétatif. Et ce cortex singulaire antérieur qu'on retrouve là, eh bien, il agit un peu comme un gendarme qui va bloquer les sensations
Et il ne les bloque pas tout seul parce qu'un gendarme, eh bien, ça n'est rien s'il est tout seul dans la rue. Il faut qu'il ait sa patrouille de CRS avec lui. Et derrière, eh bien, il y a un recrutement de structures. Et plus les sensations sont douloureuses, plus l'intensité des stimuli est importante, plus le cortex singulaire est actif, et plus il va recruter derrière des structures qui sont des structures à la fois corticales, et puis, comme le cortex somesthésique par exemple, et des structures sous-corticales comme le thalamus ou le striatum. Donc il y a vraiment une modulation de la douleur impliquée par l'hypnose. Et on imagine que si en plus on donne des suggestions analgésiantes, eh bien, on va avoir une efficacité renforcée. Ça, c'est pour la douleur, mais quand on est anesthésiste, on s'occupe aussi de l'anxiété des gens, parce que les gens sont très anxieux. La prévalence de l'anxiété chez les sujets hospitalisés, pour les adultes, c'est 50 à 80% des sujets. Donc c'est énorme, les sujets sont très anxieux, il faut qu'on s'en occupe. Est-ce que l'hypnose est efficace sur l'anxiété? Eh bien oui, coup de bol. Ça avait été montré par Marie-Lise Fémonville. 2 groupes dans son étude, ce sont des thyroïdes, un groupe anesthésie générale et un groupe hypnose. Le mérite énorme de cette étude, c'est que c'est une étude hasardisée, comme dirait quelqu'un que je connais, randomisée, comme disent la plupart des gens. C'est-à-dire que vous arriviez pour avoir votre thyroïdectomie et on vous disait, ben, vous, c'est hypnose et vous, c'est anesthésie générale. Il fallait quand même être culotté parce qu'on est en 97. L'hypnose n'était pas vraiment une technique reconnue, qui n'était pas vraiment encore admise et les gens acceptaient. Donc, c'est sans doute pour cela d'ailleurs que si on regarde les petits buildings qui sont sur la droite, eh bien, les gens qui avaient l'hypnose, ils étaient un petit peu plus angoissés que les autres avant de commencer. Forcément, parce qu'ils ne savaient pas trop où ils allaient. Mais rapidement, dans les heures qui suivent l'opération, eh bien, l'anxiété de ces gens-là est moins importante que l'anxiété des gens qui ont eu l'anesthésie générale. Et si on regarde par contre 30 jours après, eh bien, autant 5, 6 jours, 7 jours, je crois, après, non, 10 jours après, il y a encore une différence. Les gens sont toujours moins anxieux quand ils ont eu l'hypnose par rapport à quand ils ont eu l'anesthésie générale. Mais 30 jours après, l'effet s'est estampé et on voit bien qu'on avait des populations qui étaient globalement, qui avaient un trait de caractère anxiété qui était équivalent. C'est-à-dire on n'a pas choisi des gens par hasard qui auraient été moins anxieux dans le groupe hypnose que dans l'autre. Cette étude-là, eh bien, c'était la première. On en avait fait une autre avec mon collègue Hervé Muslek sur des stérilisations tubaires où on remarquait aussi qu'il y avait une diminution de l'anxiété chez les sujets qui avaient l'hypnose par rapport à l'anesthésie générale. Et puis, cette étude-là, par contre, je l'aime vraiment bien parce que c'est une étude sur la préparation des patients avant anesthésie. Donc, on les prépare soit avec de l'hypnose, soit avec un psychologue qui fait de l'accompagnement, mais non hypnotique, soit c'est la famille qui prépare. Alors, vous voyez déjà, avant, à l'issue de la préparation dans la chambre, la famille n'est quand même pas optimale, hein, parce que les gens sont plus anxieux que quand la famille ne faisait rien finalement. Les psychologues, ils sont un peu efficaces. L'hypnose est très efficace. Et une fois que le patient arrive dans la salle d'opération, au moment où on va l'endormir, eh bien, on s'aperçoit que l'hypnose est toujours efficace, alors que la préparation faite par les psychologues fait que eh bien, ça n'est plus efficace. Ils sont un peu plus angoissés. Et puis par la famille, vous voyez, c'est encore pire. Ça, c'est intéressant parce que quand on endort un sujet, c'est vraiment un disjoncteur, c'est-à-dire que le sujet s'endort dans un certain état émotionnel. On est un tout, et quand on rallume le disjoncteur, il se retrouve dans cet état émotionnel. Ça veut dire qu'un sujet qui est calme quand on l'endort, il va se réveiller calme, donc il va le consommer moins d'anxiolytiques, moins d'analgésiants, etc., etc. Donc ça a une implication très forte sur la suite de sa préparation. Ça, c'est une autre étude qui montre exactement la même chose. Il y a une efficacité de l'hypnose sur l'anxiété. Alors, on peut se dire, oui, mais peut-être que l'hypnose, finalement, il y a des choses qui sont aussi efficaces. Par exemple, le placebo. Est-ce que l'hypnose est un placebo? Alors, la réponse, elle est non quand on regarde l'efficacité moyenne des placebos par rapport à l'hypnose. Et puis, si on regarde un peu plus près, les placebos sont antagonisés par un médicament qu'on appelle la naloxone, qui est un médicament qu'on utilise en anesthésie pour contrebalancer les effets des morphiniques. Ça montre bien que le placebo passe par des voies qui sont des voies endorphiniques, c'est-à-dire pseudomorphiniques en fait, alors que lorsqu'on utilise de l'hypnose, si on veut antagoniser l'analgésie procurée par l'hypnose, on n'a aucune efficacité. Ça veut dire que l'hypnose finalement est plus efficace que le placebo à ce niveau-là et ne passe pas en tout cas par des voies morphiniques.
Et puis, si on regarde ce qui se passe sur des choses sur lesquelles on ne peut pas grand-chose, par exemple, un réflexe standardisé qui étudie justement la douleur, le réflexe R3, que vous avez peut-être étudié chez vos grenouilles quand vous étiez en terminale, eh bien, on s'aperçoit qu'il n'y a aucun effet placebo. C'est-à-dire que quand on met des électrodes sur la jambe, il y a un retrait de la jambe quand on crée un courant électrique, alors qu'avec l'hypnose, eh bien, dans 60% des cas, dans les études, il n'y a pas de retrait de la jambe. Et puis enfin, si on regarde la dynamique des phénomènes analgésiants impliqués, eh bien, lorsque c'est un placebo, eh bien, on a un effet qui est rémanent, qui dure un peu, et c'est assez logique parce que c'est les endorphines. Quand vous faites du footing longtemps, eh bien, vous êtes content d'avoir cet effet rémanent dans les heures qui suivent, alors que on peut créer un effet on-off de l'hypnose. Et puis, si on regarde d'un peu plus près dans le cerveau ce qui se passe, on s'aperçoit que, eh bien, on n'a pas tout à fait les mêmes zones qui sont allumées. Alors, on pourrait se dire, autant faire de la distraction. Là, c'est pareil. Si on regarde les études, la distraction est moins efficace que l'hypnose. Ça veut dire que vous pouvez mettre des écrans, vous pouvez mettre des choses, mais vous serez moins efficace. Alors, on pourrait se dire, et si on faisait juste des suggestions sans vraiment faire d'hypnose, juste avec des suggestions, est-ce que ce ne serait pas suffisant finalement? On s'aperçoit que non, ça n'est pas suffisant. Ça, c'est une méta-analyse qui a été faite sur plein d'articles et qui est parue dans un grand journal d'anesthésie en 2014, je crois, oui, c'est ça, et qui montre que vous voyez la première ligne, les suggestions simples, sans hypnose, eh bien, autant sur l'anxiété que sur la douleur, ne sont pas suffisantes. Par contre, lorsqu'on utilise l'hypnose, on a un petit décalage de la petite boule qui montre l'efficacité ici, voilà, et qui montre qu'on a une efficacité des suggestions. La douleur, c'est quelque chose qui a plusieurs composantes. Il y a une composante sensoridiscriminative, ça veut dire que si je me pince là, je sais que je me pince sur le dessus de ma main, je sais que ça ne fait pas trop mal parce que je ne suis pas fou, etc. Donc ça, c'est la composante sensoridiscriminative. Mais il y a aussi une composante émotionnelle, c'est-à-dire que si je mets une émotion forte derrière cela, eh bien, je vais avoir plus mal que si l'émotion n'est pas forte. Là, si c'est moi qui me pince, ça ne fait pas trop mal parce que l'émotion n'est pas trop forte. Mais si c'est quelqu'un que je ne connais pas qui vient me pincer dans la rue, je vais avoir plus mal que si c'est moi. Puis il y a une composante cognitive, quel sens je donne à ça, et une composante comportementale. Qu'est-ce que ça implique pour moi d'avoir mal sur ma tension, sur mon pouls, sur le fait que je crie, sur le fait que j'ai des bénéfices. Et on s'aperçoit, eh bien, si on regarde toutes les études qui ont été faites à propos de l'hypnose, que l'hypnose, eh bien, elle agit d'une façon polymodale. C'est-à-dire que l'analgésie hypnotique, elle va agir à la fois sur la composante sensoridiscriminative, par exemple les gants de protection, sur la composante émotionnelle, on vient de voir qu'on pouvait diminuer l'anxiété, sur la composante cognitive, parce qu'on change le sens de ce qu'on est en train de vivre, et enfin sur la composante comportementale, puisque c'est une technique avant tout relationnelle. Alors, est-ce que l'hypnose peut faciliter la réhabilitation? Vous savez, actuellement, on parle beaucoup de réhabilitation. Dans les études qui ont été faites, eh bien, on s'aperçoit que, là, c'est toujours la même, celle de Fémonville, eh bien, les gens ils sortent beaucoup plus tôt de leur période entre guillemets, de convalescence lorsqu'ils ont eu l'hypnose que lorsqu'ils ont eu l'anesthésie générale. Vous voyez, c'est assez impressionnant puisque avec l'anesthésie générale, la moyenne, c'est 26 jours de convalescence, en gros, après lequel ils reprennent leur activité professionnelle, alors qu'avec l'hypnose, au bout de 15 jours, les gens reprennent leur activité professionnelle. Combien ça coûte un jour d'arrêt maladie? Ça coûte très cher à la société. Donc, l'intérêt de faire de l'hypnose, c'est peut-être aussi un intérêt qui est économique, puisqu'on va coûter moins cher si on reprend à travailler plus vite. Là, c'est la sortie de l'hôpital et le séjour en salle de réveil. C'est aussi des thyroïdes, mais elles sont faites par vidéoscopie. Et là, c'est pareil, on s'aperçoit que, eh bien, tant pour la salle de réveil que pour la sortie de l'hôpital, l'hypnose est encore gagnante. Et il y a une efficacité plus importante sur le retour à la normale. Là, dans cette étude qui avait été présentée à la Société française d'anesthésie en 2015 ou 2016, je ne sais plus, par une équipe nantaise, eh bien, ça montre que, alors que c'est des gens qui viennent pour différentes choses, eh bien, le temps d'induction de l'hypnose n'est pas très important. Il faut savoir que quand on endort quelqu'un, on est obligé de les oxygéner pendant 3 minutes avant de les endormir à peu près. Donc, vous voyez que le temps d'induction est grosso modo le même, que les temps opératoires n'étaient pas modifiés, que la durée en salle de réveil, par contre, était diminuée, largement diminuée, et que le confort était important. Donc, vous voyez, la sortie de l'hôpital était très précoce
chez ces sujets-là, excusez-moi. Il faut savoir qu'une heure de salle de réveil, c'est environ 900 €. Donc, vous voyez que là aussi, il y a de l'argent qui peut être gagné si on regarde l'aspect économique des choses. Pour terminer mon exposé, je vais vous parler maintenant, si vous le voulez bien, des techniques hypnotiques qui sont à notre disposition. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut faire 3 sortes de choses. On peut faire soit de la communication hypnotique, dite thérapeutique, ou bien on peut faire de l'hypnose informelle ou de l'hypnose formelle. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Quelle est la différence en tout ça? Je vais commencer par l'hypnose formelle. L'hypnose formelle, eh bien, c'est un sujet qui vient pour avoir une opération avec hypnose, une coloscopie, des oreilles décollées, des paupières, que sais-je, enfin, quelque chose où il va avoir de l'hypnose. Alors, soit c'est de l'hypnose seule, par exemple dans les coloscopies, où parfois on met un petit peu de complément, soit c'est une hypnose avec une anesthésie locale ou anesthésie loco-régionale associée. Si on met un petit peu de sédatif, eh bien, on appelle ça une hypnosédation. L'hypnosédation, ça peut être proposé donc, pour tout ce qui est endoscopique, en gros, que ce soit au point de vue bronchique, digestif ou gynécologique, ou urologique également. Donc, pour des actes qui sont peu douloureux, peu invasifs, qui ne durent pas trop longtemps. Les techniques adjuvantes, ben oui, on peut en mettre. Alors, on met des morphiniques, on met de la kétamine éventuellement, on peut mettre du protoxyde d'azote et on a mis des benzodiazépines. Les benzodiazépines et le protoxyde d'azote, on les utilise moins maintenant, mais on garde un peu de rémifentanil éventuellement pour majorer l'effet analgésiant de l'hypnose. Et surtout, on utilise l'hypnose pour majorer les effets des morphiniques parce que ça aussi, ça a été montré. Ou alors, on peut faire une hypnose de complément, c'est-à-dire que, eh bien, on va faire une anesthésie localo-loco-régionale et puis en plus, on va utiliser de l'hypnose pour compléter cette analgésie, soit parce qu'elle est insuffisante, soit parce que le sujet est inquiet et donc on va lui procurer un confort. L'analgésie va être faite par l'anesthésie loco-régionale, mais le confort va être provoqué, institué par l'hypnose pour des impérations, par exemple, qui peuvent durer longtemps, comme les oreilles décollées. Par exemple, les oreilles décollées, ça peut durer longtemps, ça dure 1h20, 1h30. Vous êtes la tête sous un champ opératoire, vous ne pouvez pas bouger. Et pour beaucoup de gens, pour beaucoup de jeunes gens, beaucoup d'enfants, eh bien, c'est un peu inquiétant. Si on ajoute de l'hypnose, eh bien, on va avoir une diminution de la quantité de temps ressenti et on va avoir un confort qui va être augmenté. Je vais vous inviter à regarder dans la salle, partout autour. Hein. Tout à l'heure, ils vont nettoyer les oreilles. Vous écouterez tout ce que je dis. Le reste n'aura aucune espèce d'importance. Après, ils feront la petite locale, comme je vous ai dit. Vous allez regarder tout autour. Vous allez vous laisser vos yeux se promener tout autour de la salle. Regardez les néons ici qui sont éteints, les signalétiques tout autour, en haut. Hein, les lumières, là. Il y a des appareils. Tous les appareils ne sont pas pareils. Il y a des appareils... Il y a de l'eau là, des piles ici. Soif. Les appareils sans piles. Une petite gazeuse. Les appareils qui s'empilent un peu aussi. Et puis il y a des endroits plus clairs que d'autres. Des endroits où la lumière s'est posée, la lumière s'est déposée. D'autres endroits où la lumière est partie. Des parties où la lumière est partie. Différentes sortes de parties. Et puis pendant que les yeux peut-être ont fini de se poser sur un endroit qui leur plaît particulièrement, peut-être même qu'ils vont pouvoir se laisser se fermer. Et puis, je vais inviter les oreilles à ce moment-là à écouter tous les sons de la pièce. Voilà, bien. Le son des gens qui travaillent, le son des gens qui travaillent à l'extérieur et puis aussi à l'intérieur ici. Le son des alarmes dans l'autre salle.
les sons tranquilles. Il y a différentes sortes de sons. Il y a des sons de papier, des sons de voix. Il y a des sons qu'on ne voit pas. Et puis il y a aussi le silence de ma voix qui vous accompagne. Et pendant qu'on va commencer à faire des choses ici, je vais vous proposer de vous intéresser à tout ce qu'il y a dans l'air. Peut-être en tournant la tête un peu plus, on va tourner la tête. Tout ce qu'il y a dans l'air. La chaleur, mais aussi tous les sons qui sont transportés par l'air. Pendant qu'ici on continue de nettoyer, une partie de vous s'intéresse à tous ces sons qui sont transportés dans l'air. Il y a comme des petites notes de musique à l'intérieur de chaque molécule d'air. Il y a des molécules avec des la, des molécules avec des do qui peut-être sont dans le do, ou peut-être pas. Des molécules qui flottent en l'air et qui peut-être sont chargées de sol. Peut-être des molécules qui sont sur le sol et qui sont chargées de ci, de là, peut-être aussi. Et puis des molécules qui transportent des pauses, d'autres des soupirs, des silences. Des molécules qui se mélangent pour former des voix, des sons. Et puis d'autres molécules sont chargées des couleurs. Il y a des molécules de bleu, des molécules de vert, des molécules de jaune, des molécules de blanche. Chaque molécule a ainsi pour elle, une couleur particulière. Et je vais vous inviter à aller chercher des molécules d'un endroit que vous connaissez. Des molécules de couleur, des molécules de son, des molécules de sensation, des molécules américaines, des molécules de New York. C'est l'hiver. Vous êtes avec vos parents et avec votre petite sœur. Le froid est piquant à New York. Il y a des sensations de fraîcheur. Ce sont des sensations agréables, très agréables. La piqûre du froid permet de savoir que c'est l'hiver. L'hiver à New York, la neige. Je vous invite à vous habiller pour mettre tout ce qu'il y a de nécessaire pour aller vous promener dans Central Park. Je vous invite à regarder tout autour de vous ce qu'il y a. Les buildings, le ciel tout en haut, la couleur du ciel, la couleur du ciel de New York, peut-être quelques nuages, peut-être pas. Les choses ne sont pas les mêmes en mouvement. Vous savez que vous êtes à la moitié de votre promenade. Les choses sont faciles.
peut-être de profiter d'un petit moment pour boire quelque chose, retrouver la fraîcheur. Alors que vous retrouvez la position sur la table d'opération, que les yeux peuvent se réouvrir, alors que vous retrouvez aussi tous les sons qui sont autour de vous, le son du scope, le son de mes collègues qui marchent. Peut-être vous n'entendez plus grand-chose parce qu'ils vous ont mis des cotons dans les oreilles. Ils exagèrent. Hein. Voilà, c'est terminé. Vous pouvez retrouver aussi la pièce. Vous voyez le cialytique, retrouver les néons, retrouver l'extérieur. Voilà, le docteur Séné. Ça c'est terminé, monsieur. C'est bien passé? Vous êtes content? Ouais? Ouais, super. Voilà, alors, comme je vous ai expliqué, hein, c'est un film qu'on destine à de l'enseignement. Je vous remercie d'avoir accepté d'être filmé. Et je vais vous demander si vous avez des choses à dire. Non, c'était vraiment époustouflant, parce qu'au départ, c'est vrai que on reste un petit peu sceptique vis-à-vis de l'hypnose. Oui. Et non, franchement, pour avoir du coup vécu l'expérience, c'était vraiment, bien. Vraiment bien. Ouais. Vous n'en avez aucune idée très conçue auparavant? Non, vous vous demandiez ce que c'était? Oui, voilà. Je partais pas avec de préjugés ni quoi que ce soit. Donc, vous êtes très confortable pour vous? Pour l'opération, c'était confortable? Ouais, c'était très bien pour l'opération. Ok. Et là, vous vous sentez évidemment? Ouais, je suis bien, je suis reposé. Ouais. Ok, merci beaucoup. Et là, toi. Vous voyez là, c'est une opération qui dure assez longtemps, avec un patient qui dit qu'il est bien, qu'il est reposé, qui a un net avantage dans la prise en charge du patient. L'hypnose, ça sert aussi dans d'autres circonstances qu'au bloc opératoire. Ça peut sortir du bloc opératoire et servir ailleurs, notamment à la maternité, par exemple. À la maternité, notre travail en tant qu'anesthésiste, c'est apporter du confort, apporter de la sécurité et faciliter la progression du travail. Alors, on a vu que pour l'analgésie, eh bien, on était déjà efficace. Donc, confort et sécurité, ça c'est notre travail aussi, mais on voit déjà qu'on va pouvoir faire des choses. Pour la progression du travail, est-ce que l'hypnose a un intérêt? La progression du travail obstétrical, il faut du calme, de la sérénité, il faut qu'il y ait une relation de qualité, il faut que, or l'hypnose est une technique relationnelle, il faut qu'il y ait un lâcher-prise de la part de la femme. Or, on vient de voir qu'il y avait des modifications d'interconnectivité qui pouvaient faciliter justement ce lâcher-prise. Et puis enfin, eh bien sûr, pour la progression du travail, il faut qu'il y ait des hormones qui soient relarguées par la post-hypophyse, notamment l'ocytocine. Or, on a de la chance parce que finalement, quand on regarde bien ce que c'est que l'ocytocine, certes, c'est l'hormone de la naissance, l'hormone de la lactation, mais c'est aussi l'hormone de la relation et l'hormone de la suggestibilité. Donc on voit bien que tout ça va bien ensemble finalement, puisque on fait de la relation, on fait des techniques qui sont des techniques de suggestion, et on a une hormone qui est une hormone de la relation de la suggestibilité. Cette hormone, ça a été montré ça chez des hommes et pas chez des femmes. On leur a fait sniffer non pas de la cocaïne, mais de l'ocytocine, et on s'est rendu compte qu'ils étaient beaucoup plus suggestibles, ils obéissaient beaucoup plus aux suggestions que lorsqu'ils sniffaient du sucre ou je ne sais pas ce qu'on a pris comme chose placebo. Donc l'hypnose à la maternité, ben oui, ça a une efficacité, ça a un intérêt, tant sur l'analgésie que sur la progression du travail, ça trouve facilement sa place. Ça a d'ailleurs été montré dans une méta-analyse qui était parue dans un journal anglais. Et ça aussi, en dehors de l'accouchement eutocique, eh bien, il y a aussi des césariennes. Or, ça a un intérêt très important sur les césariennes parce que si on regarde le stress post-traumatique des femmes qui ont eu des césariennes, eh bien, dans la colonne de gauche, c'est les symptômes post-traumatiques des femmes qui ont eu des césariennes. On voit que 25 à 30% des femmes qui ont des césariennes eh bien, développent des symptômes post-traumatiques, c'est-à-dire un peu d'anxiété, un peu d'insomnie, un mal-être dans les mois qui suivent la naissance par césarienne.
Et si on regarde les syndromes post-traumatiques, c'est-à-dire les véritables maladies qui vont être nécessairement prises en charge par des psychologues ou des psychiatres ensuite, eh bien, on a quand même 1,5 à 3% des césariennes en fonction de si ce sont des césariennes programmées, itératives éventuellement, ou des césariennes en urgence. Donc, vous voyez, c'est quand même énorme comme taux, puisqu'en France, rien que les symptômes, ça concerne 40 000 femmes par an, en Belgique 4 000 et au Canada 20 000. Donc, vous voyez, c'est énorme, tous ces gens qui finalement, eh bien, à la suite de quelque chose qui devrait être quelque chose d'heureux, quelque chose qui devrait bien se passer, eh bien, ont quelque chose qu'elles traînent derrière et qui ne devrait pas être. Or, eh bien, avec l'hypnose, on sait qu'on peut améliorer les choses. Déjà, rien que pour l'analgésie post-opératoire, ça c'est une étude qui a montré que si on utilise des techniques de communication hypnotique en salle de réveil pour les césariennes et qu'on parle d'une certaine façon au lieu de parler de la façon dont on parle habituellement, eh bien, on a une amélioration du vécu des femmes. Et puis, là où je travaille, nous faisons ce qu'on appelle des césariennes naturelles, où on transforme la césarienne en un accouchement par voie haute, c'est-à-dire on se rapproche le plus possible d'un accouchement eutocique avec plein de petites techniques adjuvantes, avec évidemment les équipes avec qui on travaille, mais aussi avec beaucoup d'hypnose, et on s'aperçoit que, eh bien, on a des femmes qui sont vraiment mais hyper contentes. Et les psychologues du réseau périnatalité nous le disent quand elles vont voir ces femmes après, elles nous disent on sait qu'elles ont eu une césarienne naturelle et non pas une césarienne standard. Donc, à la maternité, oui, l'hypnose a vraiment une place et une efficacité. Ça, c'était pour l'hypnose formelle. Les gens viennent, on va faire de l'hypnose, c'est quelque chose qui a été passé en contrat. Finalement, quand on regarde le nombre de patients qu'on traite par an et le nombre de gens qui ont de l'hypnose formelle, c'est super, mais il y a besoin d'un contrat et finalement, ça va concerner pas beaucoup de patients, un peu, mais pas beaucoup. Par contre, les autres patients, eh bien, ils vont bénéficier des autres techniques d'hypnose. Et c'est là où je pense qu'il y a quelque chose d'extraordinaire quand on apprend l'hypnose, c'est qu'ensuite, eh bien, on utilise les techniques pour le tout venant, pour tous les jours. Et ces techniques, ce sont des techniques soit de communication thérapeutique, de communication hypnotique, soit ce qu'on appelle d'hypnose informelle. C'est-à-dire qu'on va faire de l'hypnose qui n'est pas vraiment de l'hypnose, du moins officiellement, et puis, il n'y a pas de contrat avec le patient. C'est-à-dire, pas plus qu'il y a de contrat quand on fait de l'empathie ou quand on fait de la sympathie. On ne va pas dire au patient, ah, vous avez signé un contrat pour qu'on soit gentil avec vous. Là, c'est pareil. On fait de l'hypnose informelle. Et là, ça va concerner beaucoup de patients. Alors, je vais vous donner quelques petits exemples. Le premier, c'est un truc tout simple qu'on fait à tous les patients qu'on opère, c'est le cathéter veineux périphérique. Bonjour Madame DeWitt. Bonjour. Ça va? Je m'appelle Louis, je suis votre infirmier pour aujourd'hui. Je viens vous poser la perfusion pour débuter. Vous avez de la chance, on vous a installé dans une pièce sympathique, avec des jolies couleurs. Hop. En plus c'est silencieux, vous avez vu, c'est un peu éloigné du reste de l'hôpital. Il est en train de faire un repérage. Des appareils là qui sont là pour votre surveillance, votre sécurité. Vous êtes bien installé? Oui. Ok. La température vous convient? Très bien. Lequel des deux bras est le plus courageux pour vous pour poser la perfusion? Le gauche. Le gauche? Le gauche vous convient? Très bien. Vous êtes venu comment là? En voiture. D'accord, vous étiez accompagné? Mon mari. Votre mari, vous étiez bien accompagné. Super. Je me permets, je vais reposer votre bras. Et d'où venez-vous? De Saint-Urial. De Saint-Urial. C'est joli la campagne là-bas? Ouais. Qu'est-ce que vous aimez bien faire là à Saint-Urial? Me promener, faire du vélo. Faites du vélo? Ouais. D'accord. Sympa ça, il y a des jolis chemins à Saint-Urial. Ouais. Et votre vélo va toujours à la piscine? Pardon? Alors je demandais si votre vélo allait toujours à la piscine. C'était le temps de la perfusion en fait, c'est une petite distraction pour que ça soit plus confortable. Vous voyez, dans cette technique, on utilise de la confusion qui crée une sidération de la conscience. Et puis, juste après, on va utiliser des suggestions de confort. C'était pour que ce soit plus confortable. Il y a le langage non verbal qui est là, qui montre qu'on apporte du confort. Et comme on a fait une sidération de la conscience, on a fait une focalisation, on a ouvert l'espace hypnotique chez les gens. Et après, les suggestions sont là pour les rassurer et créer une analgésie qui va compléter l'effet de la distraction. Et c'est efficace, vous voyez, c'est efficace autant sur la douleur ressentie que sur le confort et la diminution de l'anxiété.
Deuxième utilisation possible, eh bien, c'est tout ce qui est anesthésie loco-régionale avec des écrans. Alors, on utilise ça en anesthésie, mais il y a plein de gens qui utilisent des écrans, notamment les écrans d'échographie. La première chose qu'on peut observer, c'est que la façon de parler déjà, vous voyez, va modifier la douleur ressentie juste pour l'anesthésie locale. C'est-à-dire que entre vous allez être confortable pendant la procédure ou c'est la pire partie de la procédure, eh bien, il y a une différence. Ça paraît évident, mais tout le monde n'est pas formé à l'hypnose et à la communication. Il y a des gens qui utilisent encore des mots qui sont assez effrayants. J'ai entendu un de mes collègues, il n'y a pas très longtemps, dire aux patients, alors vous n'allez pas bouger, parce que sinon vous allez avoir une décharge très forte, et si cette décharge très forte peut vous niquer le nerf. Je vous promets que c'est vrai. C'était lundi. Alors, on peut utiliser l'hypnose pour faire de façon plus confortable des anesthésies loco-régionales. Ça, c'est une étude que nous avons faite avec une équipe de Lyon, là encore menée par le célèbre docteur Bosselli, avec une comparaison entre deux groupes, un groupe qui est prémédiqué avec de l'hydroxysine, un groupe qui ne l'est pas et pour lequel on utilise de l'hypnose informelle. Et on s'aperçoit que autant sur les échelles d'évaluation de la douleur que sur un monitorage qui va permettre de regarder si le système parasympathique est bien activé, c'est-à-dire si le patient reste confortable, eh bien on s'aperçoit que ça va dans le même sens, c'est-à-dire que le patient, même s'il est un petit peu plus angoissé, en fait, un peu plus inconfortable avant, eh bien il devient plus confortable après l'hypnose que lorsque on les laisse juste avec leur hydroxysine. Vous êtes très inquiète, c'est ça Oui, que vous m'avez dit. oui. Qu'est-ce qui vous est Je suis arrivé? anxieuse. Vous voyez, je pleure. Vous pleurez. Il ne faut pas pleurer comme ça. Ben non, mais c'est plus trop que moi. On peut pleurer de bonheur aussi des fois. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de chance. Ah si, vous êtes tombé sur moi. Oh, ben, heureusement. Hein? Bon, on va bien s'occuper de vous. Hein? Ben oui, mais c'est plus fort que moi. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est de regarder l'écran. Vous voyez? Sur cet écran, en fait, on peut voir absolument plein de choses. On peut voir des choses qui existent vraiment, et puis des fois, des choses qui n'existent pas. C'est comme à la télé. En fait. Les choses qui existent vraiment, et vous pouvez observer, ben, vous voyez là, on voit par exemple un petit cœur qui bat. Vous voyez le petit cœur qui bat? Il bat tout seul. Puis autour du petit cœur, ben, il y a des petites choses qui nous intéressent. Ici, ici. Ça vous fait penser à quoi tout ça? À quoi vous trouvez que ça ressemble? Fœtus. Un fœtus? Non, bah non. Je sais pas. Ah, peut-être. Hein. Vous en Parce avez que vu bon, beaucoup? Bah mes enfants. Vos enfants, quand on a fait les une écho, échographies? c'est plein de C'est un petites peu comme choses. ça. Bah oui, je sais pas ce que ça. Alors, on va voir si ça change quand on fait des choses. Vous allez prendre une grande inspiration. Vous regardez bien l'écran. Et vous soufflez. Voilà. Et on regarde, est-ce qu'il se passe des choses? Voilà. Super. Ça bouge là. Ça bouge. Voilà. Ça apparaît, ça disparaît. Oui, c'est quoi mes muscles? De nez. Qu'est-ce qui peut bouger comme ça? Peut-être, vous ne trouvez pas qu'on dirait un peu que la nuit tombe? Ah oui, Ça c'est s'installe noir, un oui. peu. Hein, Oui. voilà. Peut-être le calme qui s'installe un peu, tout simplement. C'est ça. Hein, voilà. Il y a un décontractant aussi dedans, tout ça? C'est moi le décontractant. C'est moi, vous vous rendez compte? C'est incroyable. Oh oui, Le meilleur décontractant qui soit, hein? c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Quand on a affaire à quelqu'un qui parle, qui... Oh, Alors vous allez voir, ici, il va y avoir comme une petite tache noire apparaître. Et voilà. Vous voyez la petite tache noire qui est là? Juste ici. ah oui, Ah, vous voyez? C'est le produit que je suis en train de mettre et puis qui permet qui descend. voilà, qui permet d'endormir les nerfs, qui permet d'endormir l'endroit qu'il est nécessaire d'endormir pour que tout soit bien confortable et bien agréable. Maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est comment vous avez trouvé cette façon de faire. Ah bah très bien. Vous avez trouvé ça Ah bien? bah très bien, et puis
Aucune douleur, rien. Très bien, rassurante. Ben, merci. Pas moi qui ai fait l'hématome. Enfin, pour terminer, deux petits aspects qui ne sont pas négligeables. L'impact économique de l'hypnose, notamment dans des milieux hospitaliers. Ça, c'est une étude qui a été faite par des anesthésistes grenoblois qui ont montré que eh bien, l'hypnose, ça c'était de la chirurgie gynécologique, de la conisation, eh bien, l'hypnose coûtait moins cher globalement qu'une anesthésie générale, avec une satisfaction qui était plus importante chez les patientes. Et puis, pour les thyroïdectomies, on avait montré qu'il y avait une réduction des temps en salle d'opération, en salle de réveil, pardon, alors qu'en salle d'opération, c'est grosso modo à peu près pareil. Et puis, pour les coloscopies, eh bien, on a montré aussi qu'il y avait une diminution du temps passé en salle de réveil. Or, je vous ai dit tout à l'heure, 1 heure de salle de réveil, 900 €. Donc, on peut imaginer qu'il y a vraiment un impact économique intéressant de l'utilisation de l'hypnose. Et puis sur nous, sur les soignants, est-ce que c'est intéressant? Ça, c'est une étude que nous avons conduite ici à Émergence sur l'épuisement émotionnel. Et on a montré qu'il y avait un effet bénéfique de l'utilisation de l'hypnose en anesthésie sur les soignants. On a comparé l'épuisement émotionnel des soignants avant une formation à l'hypnose avec après la formation à l'hypnose, grâce à un questionnaire de Maslach, qui est un questionnaire validé sur le degré d'épuisement émotionnel du soignant. Et on s'est rendu compte que, vous voyez, que ce soit sur la globalité de leur épuisement émotionnel, ou si on regarde un petit peu plus près sur des choses un peu plus précises, comme l'indice d'accomplissement personnel ou l'indice de dépersonnalisation, eh bien, on a un impact favorable à la formation à l'hypnose. Alors, pourquoi? Est-ce que c'est l'hypnose? Est-ce que c'est autre chose? Moi, j'ai tendance à penser que c'est la communication hypnotique qui fait cela. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va utiliser l'hypnose, nous allons changer notre façon de parler. Nous changeons complètement notre façon d'agir avec les patients. Et moi, je vois que depuis que je fais l'hypnose, je n'ai plus de patients chiants, comme on me disait. Parce que je pense que j'arrive à gérer les situations complètement différemment. Or, une étude qui avait été présentée dans un congrès d'anesthésie avait montré que tous les médecins, alors c'était sur les médecins, mais c'est pareil sur les autres, je pense, tous les médecins formés à l'hypnose eh bien, améliorent leur façon de communiquer avec le patient. C'est-à-dire que 100% des gens qui sont formés à l'hypnose améliorent leur façon de communiquer. Et je pense que c'est ça qui va modifier aussi, qui va nous redonner envie de travailler différemment, qui va nous remotiver si on était démotivé. Et puis, ça n'a pas que cela comme intérêt, parce que si on regarde ce qui se passe sur les complications périopératoires, eh bien, rien que bien communiquer améliore les complications périopératoires. Ça, c'est l'étude de l'OMS qui avait été présentée en 2010 sur un ensemble de structures hospitalières dans le monde entier. On avait montré que 54% des complications périopératoires avaient un lien direct avec un problème de communication. Or, si on apprend à mieux communiquer grâce à l'hypnose, eh bien, on aura moins de complications. Et puis, c'est une demande de la part de la population française d'avoir un peu plus de choses alternatives et l'hypnose y répond bien. Et d'ailleurs, on voit bien que si on regarde qu'est-ce qui pourrait augmenter la satisfaction des patients, notamment des patients qui ont une anesthésie générale, eh bien, ça, c'est une étude faite par Axel Maurice Zamburski et qui montre qu'on peut augmenter la satisfaction des gens si on fait attention à eux, si on leur apporte une meilleure information. Vous voyez, c'est les deux choses qui sont un peu déficientes et sur lesquelles on peut vraiment agir pour augmenter la satisfaction des patients. Et puis enfin, eh bien, si on regarde d'un point de vue médico-légal, eh bien, on sait que si on communique mieux, si on s'est bien occupé du patient, si on a vraiment créé un lien, si on a su créer une alliance thérapeutique, eh bien, on a moins de procédures médico-légales et elles se passent mieux que si on n'a pas su faire ça. Et c'est ce que disent d'ailleurs les associations de patients, c'est-à-dire que eh bien, c'est mieux si on communique mieux. Ils demandent à ce qu'il y ait plus de communication avec les soignants. Et puis enfin, eh bien, la communication thérapeutique, la communication qui vient de l'hypnose, l'hypnose informelle telle que vous venez de le voir, que je viens de le faire avec cette petite dame charmante au demeurant, eh bien, ça a un effet thérapeutique.
Si on regarde les facteurs de vulnérabilité d'un patient, c'est-à-dire qu'est-ce qui rend les gens plus fragiles, eh bien, ça peut être leur contexte social. On sait que les gens qui ont un contexte social défavorable sont plus fragiles, plus vulnérables que les autres. Ça peut être évidemment la façon dont on les traite. La chirurgie, ben, ça rend les gens un peu plus fragiles. Quand vous avez été opéré, vous êtes plus vulnérable. La chimiothérapie, ça vous rend plus vulnérable également. Mais les choses qui vous rendent plus vulnérable aussi, c'est le contexte. Et le contexte, c'est l'endroit où vous êtes soigné, bien sûr, mais aussi la façon dont on communique avec vous. Ça a été identifié comme un facteur de vulnérabilité. Si on communique mal, vous devenez plus vulnérable. L'importance de la relation, elle a aussi été montrée à travers cette étude où on met encore une électrode dans la main des gens. Alors, si vous avez un jour, si vous devez participer à une étude, sachez qu'on vous mettra sans doute une électrode quelque part. Il faut quand même être préparé un petit peu. Donc là, on leur met une électrode dans la main, mais on est assez gentil avec eux et on leur propose un produit qui va être un morphinique et qui diminue la douleur. Et on le présente de 3 façons différentes. Soit on leur dit, on va vous mettre un morphinique, c'est du rémifentanil, c'est 1000 fois la morphine, ça a une efficacité sur la douleur. Ou alors on leur dit, on va vous mettre un produit, c'est 1000 fois la morphine, ça a une efficacité incroyable sur la douleur, c'est génial, vous allez voir. Ou alors on leur dit, on va vous mettre du rémifentanil, mais enfin, bon, à petite dose hein, quand même. C'est une efficacité sur la douleur normalement, mais bon, on va voir. Et là, on regarde ce qui se passe au niveau de leur cerveau et au niveau de l'évaluation qu'ils ont de cette douleur ressentie. En gris, vous avez sans rémifentanil, et puis en noir à côté avec rémifentanil. Dans le cas témoin, eh bien, il y a une diminution de la douleur, effectivement, de 1 point à peu près. Si on présente de façon optimale, avec vraiment d'optimisme et une attente particulière, eh bien, on va plus que doubler l'efficacité du rémifentanil. Par contre, si on a une attente plutôt négative, voire pas d'attente, eh bien, on enlève l'efficacité d'un produit qui est 1000 fois la morphine. Donc, vous voyez comment la communication devient ainsi thérapeutique. Donc, je vous l'ai dit, 100% des médecins formés à l'hypnose améliorent leur façon de communiquer avec les patients. Même s'il y en a que la moitié qui fabriquent de l'hypnose formelle, comme on dit, eh bien, ça n'est pas grave. Je pense que c'est vraiment important de se former à l'hypnose parce que, eh bien, justement, on va enfin faire le métier qu'on avait envie de faire. Et ça, je pense que c'est vraiment essentiel. Alors, la formation, 2 mots sur la formation. Moi, je pense qu'une bonne formation, c'est comme un apprentissage de vélo. C'est-à-dire qu'au début, il faut des petits trous. On fait plusieurs jours. Il ne faut pas faire des formations qui durent 2-3 jours. Il faut faire une vraie formation où vous soyez en sécurité vous-même pour travailler, avec des exercices, avec des vidéos. Si vous êtes anesthésiste, il faut faire une formation où il y a au moins les 2/3 ou les 3/4 de gens qui soient anesthésistes avec vous. Si vous êtes gynéco ou sage-femme, il faut qu'il y ait des sages-femmes dans la formation. Si vous êtes médecin généraliste, il faut qu'il y ait des médecins généralistes dans la formation. Il faut qu'il y ait des gens qui sachent de quoi ils parlent. Il faut qu'il y ait un suivi. Alors, qu'est-ce qu'on y apprend? On apprend l'hypnosédation, on apprend des techniques d'analgésie, on apprend la communication thérapeutique. Et tout ça, ça nous permet globalement de pouvoir être autonome et de laisser tomber les petits trous. En conclusion, je dirais que l'hypnose, c'est certes souvent imaginé comme une technique d'anesthésie qui va remplacer l'anesthésie générale. C'est vrai dans certains cas, mais je pense que la plus grosse part, c'est vraiment avant tout une technique qui est un excellent adjuvant et dans plein de circonstances différentes de soins. Et c'est un excellent adjuvant parce que, on vient de le voir, ça facilite notre travail, ça apporte du confort, ça apporte de l'anxiolyse, ça s'adapte à énormément de situations. Moi, je fais de l'hypnose informelle avec tous mes patients, absolument tous mes patients. Ils ont à un moment donné un peu d'hypnose informelle, un peu de communication thérapeutique, voire un peu plus même que de l'hypnose informelle. Des fois, je fais vraiment des choses importantes, notamment à la maternité, parce que je pense que c'est bien pour ces gens-là. Ça transforme la perception du soin, ça transforme l'hospitalisation du patient, et puis ça nous permet donc d'améliorer la communication. Alors souvent, on me demande de faire des topos sur hypnose et douleur, mais j'aimerais bien qu'un jour, on me demande de faire un topo sur hypnose, confort et soulagement, parce que je pense que c'est vraiment ce que ça apporte. Je vous remercie de votre attention. Et je peux répondre à vos questions si vous voulez, si vous en avez. Ah, ça ne se bouscule pas au portillon pour les questions. Hein. Oui, c'est long. Il faut tout digérer. 15 minutes de pause. D'accord. Je remarque parce qu'on a parlé ce matin, Claude disait
l'importance, enfin, je ne sais pas si c'est l'importance, de la France dans le domaine de l'hypnose. J'ai l'impression que la France a quand même, enfin, je ne sais pas si c'est pas mal d'avance, mais en tout cas, une belle stature au niveau de l'hypnose, ce que j'appelle l'hypno-anesthésie, c'est-à-dire l'utilisation de l'hypnose au bloc opératoire, que ce soit enfin, au bloc ou en maternité, peut-être un petit peu en Belgique. Qu'en est-il un petit peu dans le reste enfin, du monde, ou en tout cas de l'Europe? Enfin, est-ce que vraiment la France, et en particulier via Émergence et toutes les formations qui ont pu être effectuées depuis une vingtaine d'années, a vraiment ce statut enfin, je ne sais pas si c'est d'importance, mais en tout cas de développement de l'hypnose dans la pratique courante par rapport à l'utilisation de sédatifs enfin, ou de médicaments dans Oui, le c'est reste. clair qu'on a de l'avance par rapport à plein de pays, notamment dans tout ce qui est justement communication thérapeutique, dans tout ce qui est hypnose informelle. On fait beaucoup de choses de cet ordre-là. On a formé beaucoup de médecins, beaucoup d'infirmiers anesthésistes. Mais quand on regarde la littérature mondiale, il y a quand même pas mal de papiers qui sont anglo-saxons. Et donc, c'est plutôt rassurant. Ça veut dire qu'on n'est pas isolé, qu'on n'a pas fait un truc qui était complètement en dehors des clous. Et je pense que c'est en train vraiment de gagner de la puissance dans les pays anglo-saxons. En Allemagne, je sais que c'est beaucoup utilisé chez les dentistes. Je ne suis pas sûr que ce soit encore beaucoup utilisé dans les blocs opératoires, mais c'est en train de commencer. En Suisse, c'est pas mal utilisé, et dans les blocs opératoires, et dans plein d'autres, avec les sages-femmes notamment, je crois. En Italie, ils sont à peu près comme nous, je pense. En Espagne, je ne sais pas. J'avoue que je ne sais pas du tout. Mais donc, ça veut dire que oui, on a de l'avance, oui, on travaille bien. Et je pense qu'en France, on a vraiment bien développé ça, peut-être parce qu'on avait une tradition qui nous portait à faire cela. J'en sais rien, mais en tout cas, le fait est qu'on a bien développé ces techniques-là. Une question, oui, parce que... Pardon. Quand on voit évidemment des vidéos au bloc, c'est toujours très, très impressionnant. Et est-ce que simplement tu te bases sur effectivement la fréquence cardiaque, par exemple, pour t'assurer que la personne est confortable, ou bien est-ce que tu vas utiliser d'autres outils pour être sûr que tu n'es pas à côté enfin, que la personne finalement est dans une situation inconfortable malgré l'accompagnement? Alors, la première règle qu'on apprend quand on fait l'hypnose, c'est la règle des 3 O. C'est une règle qui est assez compliquée à retenir parce que c'est observer, observer, observer. Donc, ça veut dire que, ben oui, j'observe effectivement le scope, la fréquence respiratoire, mais aussi ce que me montre le patient. Et puis, lorsqu'on fait des hypnoses formelles, notamment au bloc opératoire, eh bien, on a mis au point un signal avec le patient, qui peut être un froncement de sourcil si on est à la tête, ou bien il serre la main. En l'occurrence, pour ce patient, je lui donne la main en permanence. S'il serre ma main, le signal est établi que s'il serre ma main, eh bien, ça veut dire quelque chose. Il est en train de lui arriver quelque chose. Donc, ce signal permet de mettre en relation le monde, entre guillemets, hypnotique du patient, le monde virtuel, avec le monde réel. Donc, tout cela, plus l'observation, permet de savoir si le patient est vraiment confortable. Mais il est vrai que parfois, eh bien, il y a des patients qui paraissent relativement inconfortables, notamment pendant les coloscopies, parce que là, on voit tout, il n'y a pas de champ opératoire, et puis ils ne nous demandent rien. Et à la fin, on leur dit ça a été, en ayant été un peu inquiets, et en fait, ils nous disent c'était génial. Donc, des fois, il n'y a pas de corrélation complètement efficace entre ce que montre le patient et ce qu'il a ressenti. Donc, ça peut être. Il faut avoir un peu d'expérience, je pense, pour savoir si on va injecter, pas injecter. Je sais que mes collègues qui sont plus jeunes dans le métier d'hypnose, en fait, souvent, ils injectent un petit peu de produit pour être sûr que ça va bien se passer. Avec l'expérience, on diminue un peu ces doses-là. Et moi, je vois que j'injecte plus grand-chose, en fait. Mais je sais observer, en fait. J'observe bien les patients et je vois bien s'ils ont besoin de quelque chose ou pas. Et puis ce signal qui est toujours là pour me rassurer aussi. Franck, on a une question depuis le chat. Comment gères-tu les échecs? Avec optimisme, parce que c'est ma nature. Les échecs l'avantage, c'est que au bloc opératoire, les échecs, c'est que je suis toujours anesthésiste, je peux toujours endormir les gens, et que justement, il y a ce signal qui fait qu'on peut toujours injecter du produit. Voilà, comment je les gère, en ayant, bien sûr, avant, vraiment mis en œuvre tout ce qui était possible de mettre en œuvre pour satisfaire le contrat avec le patient, si c'est une hypnose formelle.
La personne est venue pour une hypnose formelle, j'essaie de lui faire une hypnose formelle. Donc, je vais tout mettre toutes les chances possibles pour que ce soit une hypnose formelle. Mais si je vois que ça n'est pas possible, mon but, ce n'est pas l'hypnose dans la vie. Mon but, pour un patient, c'est son confort, sa sécurité, et que l'opération soit réalisée, et que ce soit celle aussi de l'opérateur, le confort de l'opérateur. Donc, si tout ça n'est pas réalisé, ben moi, j'endors, parce que c'est la meilleure technique à ce moment-là. Il faut choisir la meilleure technique pour les gens, quoi que ce soit. Donc, du coup, moi, je prends la meilleure technique pour eux. Si c'est l'anesthésie générale, c'est l'anesthésie générale. Peu importe, hein. Moi, je suis toujours anesthésiste. Je reste anesthésiste. D'autres questions? Non. Comment est-ce que tu expliques, en tout cas, c'est vrai que l'hypnose, il y a aussi un inconscient collectif sur le spectacle, enfin tout un tas de choses comme ça. Comment est-ce que tu peux rassurer ou expliquer l'hypnose en fait à des patients qui viendraient te voir, par exemple en consultation pour une coloscopie? Qu'est-ce que tu leur dis à ce moment-là? Comment leur expliquer ce que c'est que l'hypnose thérapeutique en fait? Je leur dis qu'il y a la même différence entre l'hypnose de spectacle et l'hypnose médicale qu'entre la drogue rue de Saint-Malo et les médicaments que nous utilisons. Ils sont sous contrôle médical. Et donc, ce contrôle médical permet que le patient soit toujours en sécurité et qu'on choisisse toujours la meilleure solution pour eux. Et qu'avec un anesthésiste, s'il y avait un anesthésiste rue de Saint-Malo, parce que rue de Saint-Malo, à Rennes, il y a des trucs qui se passent, s'il y avait un anesthésiste rue de Saint-Malo, il n'y aurait pas d'overdose, il n'y aurait pas de gens qui mourraient d'overdose. Parce qu'on sait faire avec ça. Donc avec l'hypnose, c'est pareil. Ce n'est pas de l'hypnose de spectacle, c'est de l'hypnose médicale avec des techniques particulières, avec un objectif, avec des choses qu'on peut mettre autour et qui font que, eh bien, on va toujours s'adapter. Donc je leur dis ça déjà. Ensuite, j'essaie de les démotiver. C'est-à-dire, je leur dis, peut-être vous allez sentir, oui, peut-être, des fois ça peut faire mal, des fois il peut y avoir des douleurs, mais on est là pour vous. De manière à ce que les gens ne se disent pas, ça va être comme une anesthésie générale, je ne vais rien sentir, rien voir, et afin de garder pour moi les plus motivés. Parce que si je vais au cinéma, je n'ai pas envie d'aller au cinéma avec quelqu'un qui n'a pas envie de voir le film, et qui va se plaindre dès qu'on ne va pas voir tel acteur ou telle actrice. J'ai envie d'avoir des gens qui soient motivés. Et pour avoir des gens motivés, c'est des gens qui doivent savoir qu'ils peuvent ressentir quelque chose, qu'il peut se passer quelque chose. Et dans ces cas-là, eh bien, je trouve que je garde les gens motivés. Et c'est comme ça que je fais, en fait. Après, je leur explique l'hypnose, je leur explique que leur corps peut enlever la douleur. Je leur dis, par exemple, vous avez très mal aux dents, vous rentrez chez vous, il y a un gros chien, il fait nuit, il y a un gros chien qui arrive à côté de vous. Est-ce que vous avez encore mal aux dents? Non, parce que votre cerveau sait faire quelque chose de manière à vous occuper d'autre chose. Votre cerveau est capable de faire ça, déjà tout seul, donc vous savez le faire tout seul. Mais moi, en plus, je sais le faire faire à votre cerveau. Et donc, de ce fait, je trouve que ça explique assez bien les choses. Ça ne dure pas longtemps, hein, ça dure 5 minutes d'expliquer l'hypnose à un patient. Et puis après, on a un petit document qu'on leur donne pour que, une fois chez eux, ils puissent atterrir. Et puis, je leur dis à la fin de la consultation, on marque hypnose. Vous aurez quelqu'un qui est formé à l'hypnose, mais à n'importe quel moment, vous pouvez changer d'avis. Dans 10 secondes, dans 5 minutes, dans 2 heures, demain matin, le matin de l'opération, et même pendant l'opération, puisque tout est prévu pour qu'on puisse vous endormir et faire comme on aurait fait s'il n'y avait pas eu l'hypnose. Donc, à n'importe quel moment, c'est toujours vous qui choisissez la technique. Voilà comment j'explique les choses. Oui, une autre question, parce que donc il y a toi, il y a le patient, et puis il y a justement toute l'équipe au bloc. Oui. Alors comment toute l'équipe, enfin le chirurgien, ou enfin pas seulement le chirurgien d'ailleurs, hein, tous ceux qui sont autour de toi, comment eux ils vivent l'hypnose, comment ils moi je suis dans une structure où ils ça fait l'apprécient, on va longtemps dire. qu'on fait de l'hypnose. Parce que moi, je suis formé depuis 25 ans, je crois, un truc comme ça, je ne sais plus trop. 95, ça fait combien d'années ça? 26 ans. Donc, effectivement, ça fait 26 ans que je fais de l'hypnose au CHP de Saint-Grégoire. Donc, forcément, les gens sont un peu habitués. Mais je ne fais jamais d'hypnose avec des gens, des chirurgiens qui ne veulent pas qu'on fasse d'hypnose. C'est-à-dire qu'il faut que l'équipe soit partie prenante. Parce que sinon, effectivement, ça va être compliqué à gérer. Moi, je n'ai pas envie de faire des choses qui ne soient pas faisables. Donc, par exemple, pour les coloscopies, il y a un coloscopiste qui ne veut pas d'hypnose. Donc, on ne fait pas d'hypnose avec lui. Ça tombe bien, c'est le moins bon. Donc, du coup, on est assez content de ne pas avoir d'hypnose avec lui. Mais en tout cas, il n'y en a pas. Avec les autres, eh bien, il y en a comme la Marguerite, quoi, un peu beaucoup passionnément à la folie.
y en a un avec qui on en fait énormément parce qu'il adore l'hypnose. Et même des fois, on est obligé de freiner pour qu'il n'y ait pas d'hypnose pour certains patients parce qu'on sait qu'il y a des patients qui ne sont pas forcément preneurs. Mais donc, on s'adapte toujours à l'équipe et aux chirurgiens. Et en général, ça se passe bien, en fait, parce qu'ils ont aussi l'objectif que leurs patients soient confortables et que ça se passe bien pour eux. Et honnêtement, moi, je n'ai jamais eu de problème avec mes chirurgiens avec qui je travaillais. Mais c'est aussi parce qu'on a des vrais liens et parce que là aussi, apprendre l'hypnose nous apprend à mieux communiquer. Et la communication, ce n'est pas seulement avec les patients, c'est aussi avec les infirmiers de bloc, c'est aussi avec les chirurgiens, c'est aussi avec les brancardiers, c'est avec les gens qui sont autour, en fait. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir de l'histoire. Voilà, merci Franck. Merci beaucoup.